Longtemps, on a vu la classe moyenne comme tampon politique entre trop riches et trop pauvres. On l'a voulu moteur économique de la société de consommation. Elle était unificatrice, colonne vertébrale sociale, machine à payer de l'impôt. On souhaitait en être pour profiter de la liberté de dépenser tout en jouissant d'un filet social généreux. Elle a représenté un idéal de calme et de sérénité. Mais le beau rêve bascule. On parle d'augmentation des inégalités et de l'effritement de la zone de confort. La classe moyenne ne peut plus supporter son rôle de vache à lait, alors elle s'endette pour maintenir l'illusion. On la voit partout sortir ses cartes de crédit, au resto, au cinéma, chez le concessionnaire automobile. Elle a le dos large, mais le fardeau commence à être lourd. On dit qu'elle gagne un revenu médian, qu'elle représente la majorité. On dit qu'elle est délaissée, flouée, fait que des fois, elle descend dans la rue ou occupe des places publiques dans le monde où elle se range à droite. Qui est-elle exactement? Que lui arrive-t-il? La classe moyenne est-elle une fiction? Bon, on va poser la question à Jacques Nantel, qui est professeur de marketing au HEC et co-auteur du livre qui vient tout juste de sortir « On veut votre bien et on l'aura » aux éditions Transcontinentales. Et on va poser également la question à Éric Pinault, qui est prof de sociologie à l'UQAM. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Jacques, je vais commencer avec vous. Rapidement, un portrait au Québec. Parlons du Québec plus précisément. Est-ce qu'elle existe encore, la classe moyenne? C'est qui? C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle existe, mais elle commence à se raréfier de plus en plus. Elle glisse vers le bas. Vers le bas, OK. Oui, et à l'inverse, je vous dirais qu'à la fois au Québec, ça disparaît, et en Chine, c'est l'espoir. Ben oui, effectivement, parce que dans de les ce pays côté-là, émergents, on espère à l'émergence de la classe moyenne. OK, donc elle est en train de disparaître. Éric, votre définition de la classe moyenne au Québec, ce serait quoi? Bien, la classe moyenne, c'est des gens qui se définissent essentiellement par la consommation, puis par une idée de concept de consommation. C'est par la consommation, mais aussi l'idée qu'on est normal. Quand on est dans la classe moyenne, on est les gens normaux. On est les gens qui sont supposés payer les impôts et recevoir les services. Les gens qui se présentent comme étant intégrés dans la société. Et donc, le discours sur l'effritement de la classe moyenne, c'est tout à coup, tu te dis, mais c'est-tu possible d'être normal? Dans l'économie actuelle. Mais c'est intéressant, donc, concept de consommation. Je pensais que c'était aussi un concept économique, que c'était une réalité économique, parce qu'on essaye de cerner, elle gagne tant, le salaire médian est de tant, vous êtes dans la classe moyenne si vous avez une famille de 2 enfants et que vous faites tant, ou que c'était un concept politique également. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que c'est vraiment une idée de consommation que la classe moyenne? Bien, je suis plutôt d'accord avec ce qu'Éric a dit. C'est en grande partie, et ça a été beaucoup dans les années 40, depuis les années 40, un concept de consommation. C'est ça, c'est nouveau quand même à l'échelle de l'histoire, la classe moyenne. Et c'est l'épine dorsale d'une économie moderne. Maintenant, la chose qui est intéressante, c'est que sur le plan historique, c'est surtout la classe moyenne qui a amené les plus grands bouleversements. La Révolution française, c'est pas la base qui l'a faite, c'est la classe moyenne qui l'a faite. Qui s'appelait pas comme ça, évidemment. Ça ne s'appelait pas comme ça. Non, ça se pensait pas comme ça. C'est ça aussi ça. Pour moi, c'est une fiction dans le sens où c'est quelque chose dans lequel on a cru à un moment donné. La classe moyenne en Angleterre au 19e siècle, c'était les middling classes qui s'appelaient. C'était ni l'aristocratie, ni les travailleurs ou les paysans. C'était la bourgeoisie qu'on appellerait aujourd'hui. Donc, c'était une minorité. C'était clair que c'était une minorité à cette époque-là. Et c'est vraiment au 20e siècle que tout à coup, faites un sondage en 1950 ou même en 1970, tout le monde est dans la classe moyenne. La haute, la basse, la moyenne, mais tout le monde y est. C'est un mécanisme, pour moi, d'intégration culturelle. Et qui a enlevé une identité qui était avant, une identité très forte, c'était on travaillait. Les travailleurs. Les discours de Duplessis, ils parlent aux travailleurs. Même Jean Lesage parlait encore aux ouvriers, aux travailleurs, aux entrepreneurs, aux agriculteurs. Tout à coup, ça disparaît. On ne produit plus, on se définit par le fait qu'on puisse consommer. Et ça nous donne... tout le monde est dans la classe moyenne. Oui. Mais si elle disparaît, on se rend compte qu'historiquement, même si ça n'a pas porté ce nom-là, c'est quand même porteur de changement, ou en tout cas, une société peut se fonder sur sa classe moyenne. On ne peut même pas imaginer qu'elle disparaisse. C'est trop de monde. Qu'est-ce qui va arriver si la classe moyenne est vraiment en cours de disparition? Bien, 2 choses. Premièrement, elle ne disparaîtra pas demain. Elle est en cours, vous l'avez mentionné, de disparition. Donc, il y a un glissement progressif qui se fait. Et je pense qu'il y a un premier constat qui est intéressant à faire, c'est la façon dont elle disparaît. Elle disparaît en ce moment par un endettement, par un surendettement, parce que sa consommation l'amène vers un surendettement. OK, donc elle s'appauvrit en s'endettant. Parce que si on regarde, peu importe comment on regarde les statistiques, puis je ne veux pas rentrer là-dedans, mais normalement, la classe moyenne se définissait toujours comme à peu près 40-45
de la population, à peu près 45 des revenus et à peu près 45 des actifs. Là, ce qui commence à être débalancé, c'est la partie des actifs. C'est-à-dire qu'on a encore un revenu appréciable, bien qu'il commence à diminuer parce que essentiellement, l'augmentation des revenus ne suit pas. Mais là où ça devient précaire, c'est le 45 des actifs, lui, commence à être grugé par de plus en plus de dettes. Donc, on est encore sur la place publique, on a encore voix au chapitre, mais on est objectivement de plus en plus pauvre et on s'en rend compte. Autrement dit, on sait très bien que ce qui nous entoure, ce qui nous définit, on ne le possède pas. Mais qui va payer des impôts si la classe moyenne disparaît? Bien, ça, c'est une excellente question. On continue à... Oui, mais de moins en moins. Les salariés. Voyez-vous, dans les proportions que je vous donnais là, tout à l'heure, si on prend un dernier relevé d'impôt, 43 c'est le nombre qui est défini par la classe moyenne. Essentiellement, les individus qui gagnent entre 30 et 100 000 C'est vaste quand même. Oui, mais c'est un peu plus de 40 du nombre de ménages, du nombre de personnes. C'est 37 des revenus. Quand on regarde au niveau des impôts, on tombe à 25 Et ce clivage-là, lui, s'accentue. Évidemment, si vous regardez la classe, ce qu'on appelle en anglais l'upper crust, les mieux nantis, c'est 4 de la population qui génère 50 des revenus et qui paie 70 d'impôts. 4 de la population au Québec génère 70 des impôts. Mais si on regarde au niveau des actifs, c'est pas 50 des actifs qu'ils ont. La classe la mieux nantie possède jusqu'à 67 de l'ensemble des actifs. Et ces actifs-là sont de plus en plus financiers. C'est ce qui est décrié par Wall Street. Alors, qu'est-ce que ça donne dans une société quand des écarts comme ça se creusent, quand cette classe... C'est un changement d'imaginaire politique, selon moi. Oui, politique, on est habitué à une société qui serait comme une pomme. C'est-à-dire que le centre est très large, puis les extrémités sont très petites. Et là, il faudrait peut-être s'habituer à une nouvelle réalité qui est une poire. Où finalement, c'est très large en bas et c'est de plus en plus mince en haut. Et ça, c'est un nouvel imaginaire politique. La classe moyenne, c'était la base d'une stabilité. C'était le centre. C'est l'idée, on est assis sur un centre. Et là, tout à coup, on retourne dans un nouvel imaginaire de polarité. Où là, on a des pôles opposés. Et cet imaginaire de polarité qui vient avec l'imaginaire du conflit... C'est ça, c'est beaucoup plus insécure, une société comme ça. Exactement. Et finalement, je pense que ce modèle-là qu'on a connu au 19e siècle, jusqu'aux années 20, c'est un modèle qui a eu un échec. Et on a créé des mécanismes pour créer la pomme. La pomme n'est pas tombée du ciel. On a créé l'impôt sur le revenu. On a reconnu les syndicats pour reconnaître des droits aux gens qui travaillaient. On a redistribué des revenus. On a eu des politiques sociales. Et la pomme, c'est une production politique. Alors, on se laisse aller vers une nouvelle forme. Et c'est ça, je pense, qui est inquiétant. Et la classe moyenne n'a jamais été vraiment un acteur politique très, moi, je pense, en tout cas, mobilisable et mobilisé. Pourtant, elle a fait élire, en son nom, on fait toutes sortes de choses, mais est-ce qu'elle se mobilise? Mais le 4-5-0 défait est fait. Oui, tout à fait, oui. Et ça, c'est la classe moyenne. Mais à l'intérieur d'un registre qui est très uniforme, c'est pas très... Mais je suis d'accord, effectivement, le 4-5-0, on le voit, c'est plutôt précaire pour un politicien. Là, mais en même temps, le 4-5-0 ou tout ce qui est son pendant dans le reste du Québec commence à se trouver de plus en plus précarisé. Quand vous regardez, quand vous parlez à ces gens-là, essentiellement, ils se sentent glissés, littéralement. Leur revenu est à peu près plafonné, leur consommation, elle, a augmenté, forcément, leur endettement s'accentue. Mais politiquement, c'est vrai qu'on assiste à toutes sortes de phénomènes ces dernières années, une tentation de populisme, une réorientation un petit peu plus vers la droite, je dis pas de droite, mais peut-être un peu plus de centre-droite. En même temps, une espèce d'affaissement, on va plus voter, on est très désabusé, on est dans l'indifférence. Politiquement, avec ce qui l'attend, la classe moyenne, elle risque de se comporter de quelle manière? Est-ce qu'elle va descendre dans la rue? Est-ce qu'elle va rejoindre? Est-ce qu'elle va s'indigner? On parle beaucoup de ça en son nom. Est-ce qu'elle se radicalise? Est-ce qu'elle s'affaisse? Est-ce qu'elle s'indigne? Comment est-ce qu'elle réagit politiquement? Moi, si je peux me permettre, je pense que ce qu'on voit de plus en plus, c'est oui, de l'indignation, certes, mais beaucoup de cynisme. Simplement parce que on est jusqu'à un certain point devant un cul-de-sac économique. Ça ne veut pas dire que c'est inéluctable, là, mais pour l'instant, on y est. C'est-à-dire que notre société ne s'enrichit pas pour plusieurs raisons, là, et donc ça commence à se répercuter. Si, évidemment, vous êtes parmi le 1
le plus riche. Et c'est ce qu'on dénonce lorsqu'on parle de la financiarisation de l'économie. Bien, essentiellement, faire rouler vos billes puis investir dans des pays où l'émergence est beaucoup plus intéressante, où le développement économique est plus intéressant, vous avez encore ce loisir-là. Si votre seul actif, c'est une maison qui est à 70 hypothéquée, vous ne pouvez pas déménager demain. Alors, c'est cette espèce de cynisme qu'on voit gagner de plus en plus la classe. Ils sont cyniques puis ils sont débordés, les gens de la classe moyenne. Ben oui, ils sont contraints à consommer. Ils n'ont pas le luxe d'aller manifester ou de descendre dans la rue, mais ils sont pris là. En économiste, je regarde un peu les 30 dernières années. L'investissement des entreprises privées est bas. L'investissement réel, l'investissement financier est très élevé. Les salaires stagnent. Les gens qui ont des revenus financiers explosent. Alors, là, il y a des conditions quand même qu'on peut regarder. Est-ce qu'on est capable de créer un régime économique qui contraint les entreprises à investir réellement? Puis peut-être que là, on va retrouver... Je pense que le problème, c'est pas par la classe moyenne qu'on peut poser le problème. Je pense qu'il faut revenir à poser la question d'une économie qui produit quelque chose, puis des gens qui ont un revenu qui correspond à cette production. C'est intéressant parce que c'est exactement le modèle qu'avait proposé Henry Ford à l'époque, en disant, ben oui, lorsque Henry Ford a dit, je vais augmenter le salaire de des employés pour qu'ils puissent acheter une voiture, ça va faire, mais ça, c'était donc un écart beaucoup réelle. moins grand entre les très riches et la classe moyenne, finalement. Donc définanciariser. Ben oui, définanciariser. Ben ça, c'est clair. Il faudrait. Ce qu'Éric disait, c'est tout à fait vrai. Si vous regardez normalement une structure là, économique, 50 de la dépense devrait venir des ménages, à peu près 25 des entreprises, 25 du gouvernement. Aujourd'hui, aux États-Unis, on est à 80 ce sont les ménages. C'est la consommation. Au Canada, on est à peine en bas de 70 Nous sommes une société... 67, exactement. On mange notre pain blanc. C'est ça qui arrive. Et pour l'instant, les entreprises ont peine à investir dans ce que les Français appellent leur cœur de métier. Tu produis des autos, fais des autos. Non, on investit dans des produits financiers. Parce qu'on était certain de la demande. Puis c'est moins risqué également. C'est ça. Puis tant que vous aviez des rendements à 15 tu ne casses pas la tête. Est-ce qu'on va vers un retour? Est-ce qu'on va revenir à la lutte des classes? Ou on est dans la lutte des classes. Je pense qu'on l'est dedans. Mais sauf qu'elle est unilatérale. Elle est unilatérale. Je veux dire, moi, ce que je vois, c'est une classe... Une classe qui tape qui demande des baisses d'impôts, qui est ça, qui demande qu'on déréglemente le secteur financier, qui est ça, qui demande des rendements aux entreprises du secteur réel, qui est ça. Dans le désintérêt le plus complet. Ben, c'est leur intérêt à eux. Je veux dire, il y a des gens qui profitent de la stagnation. La lutte des classes a été gagnée 1-0. Si vous lisez, moi, je m'amuse beaucoup à lire. Le match a eu lieu. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à lire Fortune. Pour vous, discuter de la lutte des classes, des classes moyennes, c'est vraiment comme le hockey pour Ron. C'est vraiment, vous n'êtes plus à la on a un certain succès, nous, quand même. Mais en même temps... Alors, Éric, non, je vous arrête. Je vous arrête. C'est fini pour ce match-ci. Éric Pinault, Jacques Nantel, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce sujet passionnant mais inquiétant.